Amis sportifs, fidèles téléspectateurs de 3TV, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive, donc sur la télé interactive, bien entendu. Aujourd'hui, nous parlerons donc des étalons match donc comptant pour la 6e et dernière journée de la deuxième phase des éliminatoires du mondial Qatar 2022. Les étalons, on le sait déjà, sont à Blida en Algérie où ils défieront demain les Fenech pour donc une place au 3e et dernier tour. Nous parlerons également du championnat national avec donc Salitas qui se fait accrocher par une grosse équipe de l'ASLB. Pour les parties analyse et débrief, nous avons donc Ibrahim Djanda et Adama Salambéry avec nous. Messieurs, bonsoir Djanda, bonsoir. Bonsoir John William Somda, bonsoir Adama Salambéry, bonsoir à tous les téléspectateurs de 3TV. Salambéry. Bonsoir grand maître, oui. Comme j'ai l'habitude de t'appeler, oui. Et puis bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Je dirais bonsoir le français, comme tout le monde a l'habitude de t'appeler. Voilà. D'accord. Ouais, donc on débute cette émission par les étalons, vous le savez. Les hommes de Kamou Malo se préparent donc, en vue d'affronter les Fenech demain au stade Mustapha, checker de Blida. On voit ici donc les étalons qui prennent donc connaissance de la pelouse de ce stade ô combien mythique, puisque depuis sa construction en 1977, les Fenech n'y ont perdu un match officiel qu'une seule fois. Et donc, demain, les étalons pourront donc tenter d'infliger une deuxième défaite au Fenech sur ce terrain. Les hommes de Kamou Malo qui sont arrivés aujourd'hui même à Alger, donc à Blida via Alger, bien entendu. Alors, Djanda, on a vu les joueurs à l'échauffement et puis on se demande, est-ce qu'on peut jouer ce coup à fond, est-ce qu'on peut l'emporter face donc au Fenech. Avant de vous retrouver tout à l'heure, nous allons repartir sur un extrait qui nous a été proposé vendredi dernier, où Issoufou Dayo, le capitaine et le sélectionneur Kamou Malo, s'exprimaient sur ce match. Oui, voilà, et ça va être un peu compliqué. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est le football. Et voilà, et c'est à nous de se réveiller. On va se parler pour vraiment bien se concentrer à Blida. Et tout peut arriver, on peut gagner à Blida et pouvoir se qualifier. Je pense qu'on a les moyens, on peut le faire et on va mieux se concentrer pour le faire, Inch'Allah. Alors c'est la difficulté majeure qu'on a rencontrée. On n'a pas pu, en tout cas, nous sortir en tout cas, le match d'Algérie dans la tête. Alors nous sommes restés, on a cru que c'était un match facile et ça n'a pas été. Bon, c'est le football. On va prendre ça avec philosophie et on ira jouer crânement néanmoins. Nous change en Algérie. C'est du football. Ce n'est que bonus pour nous. Voilà, c'est du football, ce n'est que du bonus. Demain, donc, Fenech et étalons. Djanda, est-ce que les étalons peuvent faire le coup? C'est la grosse question à plusieurs interrogations. Quand on regarde un peu la configuration, c'est vrai, on ne part pas favori dans ce match. Vous l'avez si bien rappelé que les Algériens donc jouent dans un stade mythique, un stade où ils n'ont perdu qu'une seule fois depuis donc plus de 30 ans. Voilà, ils pourraient perdre une deuxième, bien sûr, bien évidemment sur le foot. Même s'ils sont bien sûr à un pas de la qualification, nous également, nous sommes près donc du coup, parce qu'une victoire, la plus petite des marques, 1-0 qualifierait donc les étalons pour le second tour, donc le tour des barrages. Le troisième tour, le tour donc des barrages pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour aller au Qatar, il faut passer par cette étape de Blida. Donc, je crois qu'ils sont tous motivés. Chacun peut le faire. Et un match de football, c'est 90 minutes plus les arrêts de jeu. Donc, on ne va pas d'abord vendre le pot de l'ours avant de l'avoir abattu. Nous allons donc croiser bien sûr les mains, souhaiter bien sûr que les dieux de foot soient avec cette équipe de Kamou Malo, quitte à ce qu'ils donnent également le tout pour ce peu burkinabé-là, quand on sait bien sûr dans quel contexte nous sommes actuellement. Cette victoire de demain serait peut-être une victoire qui pourrait donc donner ce sourire-là à ce peuple qui souffre tant dans sa chair. Alors, justement, on a vu les étalons qui ont concédé le nul vendredi dernier face au MENA du Niger. Avant d'aborder ce match, les étalons étaient amputés de, on va dire, leur fleuron en attaque. Franck Lassina Traoré, on le sait de longue date, depuis le début du mois d'octobre, est donc indisponible. Faisal Tapsoba qui est venu donc s'ajouter. On a vu Mohamed Konaté vendredi dernier à la pointe de l'attaque. Konaté n'a pas été dans son meilleur jour. Est-ce que demain, face à la redoutable équipe de Belmadi, est-ce que Konaté peut, Salambéry, est-ce que Konaté demain pourra bien entendu faire plaisir? Konaté qui est suspendu. Oui, je crois qu'il est suspendu. Carton jaune. Combinaison des cartons jaunes. Combinaison des cartons jaunes, je pense que c'est à vérifier parce qu'il ne faisait pas partie des joueurs susceptibles d'être suspendus. Il faudra le vérifier parce qu'il y avait 9 joueurs susceptibles d'être suspendus. Il faudra vérifier si Konaté est là, mais demain, la clé en attaque, ça pourrait être quoi?
Mais la clé à l'attaque, ça pourrait être le collectif de ceux-là qu'on aurait peut-être confié la confiance des étalons devant. Parce que là, c'est un match où il ne faut pas jouer avec pression. Moi, je me dis que la pression est du côté maintenant de l'Algérie. Parce que de toute façon, ça passe ou ça casse chez les étalons. Et les étalons devraient mobiliser tous les moyens possibles, que ce soit moral, physique et tout, pour aller chercher cette qualification. Parce que au moins, ça ne va pas être une seconde fois que les étalons vont aller perdre à Blida. La fois passée en 2013, je crois que ça a été de justesse. On a même marqué où l'arbitre a refusé. Le but n'était pas bon de toute façon. Oui. Donc, moi, je crois que les étalons devraient jouer sans pression. Et au coach de véritablement tenir un discours de gagnant devant les jeunes. Parce qu'au match contre le Niger, je crois que il n'y a pas eu ce discours fort là pour regarder vraiment les jeunes pour aller aborder le Niger. Ce qui a fait que la prestation des étalons a été vraiment à minimum face à cette équipe du MENA. Et il faudra laisser tomber tout ce match, oublier ce match, oui. Voilà, oublier ce match et puis aller sur de nouvelles bases pour affronter les Fennecs. Alors justement, demain, les étalons pourraient retrouver, on va dire, leur gris-gris Kofi. Donc Hervé Kofi, absent lors du match face au Niger pour cause de blessure. En tout cas, il a repris les entraînements. Il s'est entraîné hier, aujourd'hui également. Est-ce que finalement, Kofi pourrait être, on va dire, l'élément catalyseur des étalons quand on sait qu'à chaque match, il arrive quand même à sortir de grosses prestations? Est-ce qu'un Kofi, au meilleur de sa forme, peut dégoûter les Algériens au point justement de les affaiblir? Je crois que oui, parce qu'on a suivi un peu la presse algérienne lorsqu'on avait nos blessures en cascade, des forfaits qui s'annonçaient. Comment est-ce qu'ils se réjouissaient un peu? Surtout lorsqu'on a annoncé que Kofi était absent. Kofi pourrait être absent. Oui, parce qu'ils suivent très bien, je dirais même qu'ils suivent mieux nos joueurs à l'international que nous, parce qu'ils suivent un peu les prestations de Faisal Tapsoba, Hervé Kofi à chaque fois avec peut-être son club du côté de la Belgique. Ils ont fait ressortir tous les clean sheets qu'il a eu à faire tout au long de la saison, l'année dernière et tout. Donc ça montre qu'ils suivent de près un peu ce joueur-là. Et Kofi, c'est une double satisfaction dans la mesure où, dans les cages, il y a une certaine expérience, il y a une certaine sérénité qu'il dégage, mais surtout dans le cœur de la défense. Quand on sait que les étalons, quand on prend les statistiques, les étalons encaissent beaucoup de buts sur des phases arrêtées, notamment les corners, les coups de frein et autres. Et quand on parle des phases arrêtées, les phases défensives sur le plan, quand vous voulez défendre, c'est surtout le gardien qui crée la sérénité au sein donc de la défense. Le gardien qui place un peu la défense, le gardien qui essaie de parler. Et lorsque vous êtes un défenseur, vous entendez, le gardien dit laisse, à partir de ce moment, vous êtes confiant que le gardien s'en charge. Mais lorsque vous voulez défendre votre camp et que le ballon vient, chacun est dans la débandade, ce n'est pas du tout intéressant, ce n'est pas du tout facile. Et là, Kofi a cette réponse-là, même si par moment, on sent souvent un excès de confiance, cette jeunesse-là qui déborde toujours en lui. Kofi arrive toujours à marquer cette empreinte qui dit que, ah oui, ça rassure. Comme le dirait donc une société d'assurance, on peut le croire, on peut le suivre. Et on va le suivre. Je pense que... Alors on écoute donc Hervé Kofi Salameri avant de revenir à toi. Kofi sera-t-il donc prêt demain? En tout cas, on l'espère, le joueur également. On l'écoute. D'abord, hier, j'ai eu à faire une première séance. Voilà, je dirais que c'était bien. Je me suis bien entraîné, même si je ne suis pas allé à 100%. Mais j'étais bien dans mon rôle, je me sentais très bien. Donc aujourd'hui encore, j'ai voulu m'entraîner. Voilà, et parce qu'ils avaient décidé de me mettre au repos pour que je puisse bien récupérer. Voilà, mais j'ai tenu à m'entraîner et voilà, à voir si réellement ça allait, voilà, pour apporter un plus, voilà, à l'équipe. Donc aujourd'hui encore, je vais faire ma deuxième séance et après, je prendrai la décision. S'il plaît à Dieu. Voilà, s'il plaît à Dieu, Dixit, Hervé et Kofi Salameri, c'est un risque qu'il faut prendre. Est-ce qu'il faut le prendre réellement? Mais il faut le prendre parce que moi, vous savez, Kofi déborde d'énergie, c'est un gagnant. C'est un joueur qui vraiment a la lecture du jeu lorsqu'il est dans ses cages et il parle surtout à ses défenseurs pour les replacer parce qu'il est le seul qui voit tout le champ devant lui, qui essaie de voir quel est le joueur, quel est son adversaire qui est le plus dangereux et quel est le joueur qu'il faut appeler pour le marquer pour ne pas être surpris. Voilà. Donc ce qui a un peu manqué du côté de Farid, parce que Farid
dans les buts ne parle pas beaucoup à ces défenseurs, alors que non, un gardien, pour vraiment éviter à ce que voilà, les attaques ne pleuvent de partout, il faut surtout parler à tes défenseurs pour qu'ils marquent, surtout les attaquants. Parce que vous allez avoir un Riyad Mahrez devant qui est très très rapide. Il n'y a pas que Riyad Mahrez. Voilà. Bon, j'ai juste pris un exemple, juste pour dire que bon, voilà, au niveau des ailes, ça va un peu bouger. Et il faudrait un gardien qui est très vigilant pour parler à ses défenseurs. Voilà, donc Salambéré, on poursuit cette émission. On a essayé, en faisant quelques fouilles, quelques recherches, on est tombé par hasard sur la conférence d'avant-match de la partie algérienne. On a donc, on va dire, un petit peu chippé les propos de Jamel Belmadi. Ce qu'il pense de cette équipe des étalons, une équipe des étalons qui a concédé vendredi dernier un nul face au Niger. Une équipe que l'Algérie avait pourtant doublement battue il y a un mois. On écoute Jamel Belmadi. L'équipe du Burkina Faso. Et c'est la seule fois où je vais vous parler techniquement, avant ce match-là, de cette équipe du Burkina Faso. Si vous le permettez, cette équipe du Burkina Faso, c'est une équipe qui joue à 4 derrière, qui a toujours l'idée de ressortir le ballon de derrière, de construire. Donc déjà, c'est deux styles complètement différents. Donc, et comme vous l'avez dit, on appréhende, et puis on joue contre ce genre d'équipe avec des directives tactiques qui sont différentes. Parce que la philosophie n'est pas la même, parce que l'organisation tactique n'est pas la même. Ça doit être pris en considération sur comment entamer ce match-là. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque match a sa vérité. Donc ce qu'ils ont pu produire contre le Niger, à la limite, nous importe dans le sens où on étudie à chaque fois. Mais le match qu'ils joueront contre nous est un match qui sera d'une toute autre, je sais pas, j'ai envie de dire importance. Ils savent que voilà, il faut gagner ce match-là. Donc ils ont absolument gagné ce match-là. Même en ayant gagné le match au Niger, la donne n'aura pas changé énormément. Voilà, Jamel Belmadi, c'est clair. Il faudra oublier le Burkina-Niger pour se concentrer sur le Algérie-Burkina. Si j'ai bien compris les propos du sélectionneur algérien, n'est-ce pas, Salambéré? Oui, c'est ça, parce que là, c'est comme s'il est beaucoup plus préoccupé par l'équipe du Burkina que la sienne. Jamel Belmadi, il y a une phrase qui n'a pas peut-être dite, parce que avec les blessures en cascade de notre équipe, je crois qu'il a dit dans la presse algérienne que lui, il a déjà une idée de l'équipe que Kamou Malo va aligner contre les Fenech. En disant cela, bon, c'est comme déjà, il voit que peut-être la cascade de blessures va un peu handicaper et qu'il connaît déjà les hommes sur place pour vraiment contrer cette équipe du Fenech. Des étalons, voilà. Voilà, Jamel Belmadi, c'est un gaillard. Vous l'avez sans doute vu jouer à l'Olympique de Marseille. Oui, bien sûr. Vraiment, et au Paris Saint-Germain également. Au Paris Saint-Germain également. Il a cette fougue vraiment de gagner. Il faudra surtout faire attention parce que c'est un fin tacticien. Oui, quand je l'écoute, d'abord je prends cette première phase où il dit que c'est deux styles différents. Les étalons, ils aiment partir de derrière pour construire. Donc ça dit que à partir du moment il connaît un peu le style un peu de Kamou Malo avec cette équipe des étalons. Également avec les blessures en cascade, il prend la liste des étalons et il regarde un peu ce qu'il avait convoqué, ceux qui restent et tout. Il regarde un peu les attaquants, la configuration qu'il a fait, les suspensions et tout. Il sait automatiquement, forcément, quels sont les hommes que Kamou Malo sera obligé d'aligner. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est l'état d'esprit de ces joueurs. Parce que, à définir, il dit qu'il faut oublier ce match. Ce n'est pas la même intensité que le Burkina joue contre le Niger qui va jouer contre l'Algérie. Mais la principale inconnue ici, c'est l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit les étalons vont aborder ce match? C'est là la principale inconnue. Et là, je crois que c'est là que ça doit se jouer la clé. Parce qu'au match aller Burkina-Algérie, c'était un peu le même discours. Il se voit un peu trop beau à l'instant parce qu'il revenait donc d'une victoire large 8-0 contre le Djibouti. Oui, mais Djibouti, c'est pas les États. Je sais, je suis d'accord. Mais quand ils sont arrivés sur le terrain, on a vu un peu la première mi-temps, comment ça fait. Ça jouait un peu beaucoup plus relaxé après l'ouverture du score et tout. Mais à la reprise,
c'est notre équipe des étalons qui a tenu tête donc à cette équipe-là qu'il faut voir à Blida. Voilà, donc ça dit que nous avons besoin de cet état d'esprit. Les supporters des Fenech ont quand même tremblé à un certain moment. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous pouvez avoir les mêmes joueurs, les joueurs que vous connaissez peut-être, le style de jeu et tout, mais lorsque l'état d'esprit n'est pas le même, vous ne pouvez pas forcément vous dire que bon voilà, ça va passer comme de l'eau à la poste. Mais ce dont je suis sûr, c'est que cette équipe va essayer de presser très haut l'équipe des étalons parce qu'il sait que l'équipe construit de la défense au niveau du milieu pour essayer de progresser vers l'attaque. Et l'Algérie a un autre style différent. Avec ces attaquants très rapides devant, vont donc essayer donc de mettre la pression au niveau de la défense pour les empêcher même de pouvoir développer leur jeu. Et là, c'est à Kamou Malo de trouver la stratégie peut-être pour essayer également de contrer Djamel Belmadi. Vous savez, oui, c'est difficile. On ne sait pas. C'est difficile vraiment de jouer contre une équipe avec laquelle vous avez joué et que vous avez fait un match nul et qu'au match retour, vous croisez la même équipe mais pas avec les mêmes éléments. Oui. Voilà. C'est une autre réalité. Ouais, c'est une autre réalité. Si vous croisez une équipe que vous la gagnez, au retour, ça devient plus facile de jouer. Mais lorsque vous faites un nul, bon, chacun repart dans son laboratoire pour essayer de construire quelque chose, sortir quelque chose de spécial pour venir maintenant prendre avoir le gain du match. Mais cette fois-ci, ça a été un match nul. Donc, bon, les deux équipes se craignent et on ne sait vraiment pas. Pour moi, Kamou Malo, moi je pense que si c'était moi, parce que là... Si tu étais Kamou Malo, voilà, si moi j'étais Kamou Malo, oui. Moi je vais essayer de changer un système qui va vraiment... bétonner le milieu, oui. Genre un 3-5-2, bétonner mon milieu pour essayer de porter vraiment le ballon haut. Parce que là, c'est là qu'il faut... Parce que si vous ne portez pas le ballon haut, vous allez permettre à l'équipe algérienne d'amorcer de faire des descentes dans votre camp et ça va être un peu difficile. Mais lorsque vous remplissez tout le milieu du terrain et vous ne leur donnez pas l'occasion véritablement de traverser ce milieu-là, ça donne beaucoup plus de chance à ces attaquants qu'on craint peut-être très tranchants de rester pour défendre leur camp. Alors c'est vrai que ce n'est pas un exercice auquel vous êtes habitué. On va s'amuser à un petit jeu de pronostic. Dianda, demain Algérie-Burkina. Je souhaite en tout cas 1-0 pour les États. Ok, c'est déjà enregistré 1-0. Vendredi, s'il n'y a pas eu 1-0, on ressort l'extrait. Salaméré 2-1 pour les étalons. Pour les étalons. Bon, ok. De toute façon, 1-0, 2-1, ça fait des victoires. Je pense qu'on a juste besoin de victoires. Alors, monsieur, on va donc passer à la Ligue 1 Lonabé, le championnat national qui disputait le week-end dernier sa 8e levée. Et à Ouagadougou, c'est l'USFA qui devait donc se frotter à l'ASK. L'ASK fait un bon déplacement à Ouagadougou en obligeant l'USFA au partage de points. Logée au bas du tableau, au classement général, l'équipe de Koupila s'est montrée ambitieuse dès les premiers moments en possédant le ballon. Il se crée les meilleures occasions de but en première période, mais n'arrive pas à concrétiser. L'USFA un peu désordonné n'a fait que subir dans la première période. La seconde mi-temps était encore mieux en termes d'occasions créées. Et c'est l'ASK qui s'est montrée une fois de plus dangereuse. Mais avec beaucoup de déchets dans la transmission, le jeu reste décousu jusqu'à la fin du temps réglementaire. Score final, 0 but partout. Je pense que face à un gros morceau du championnat, c'est bon à prendre et surtout en déplacement. Je pense qu'on ne va pas cracher sur le match nul. Très satisfait parce que nous avons entamé un projet de jeu que je pense que c'est la toute première fois qu'on joue comme ça et je pense que ça commence à venir. Voilà, je pense que d'ici les journées à venir, bon, je pense que l'équipe sera métamorphosée. L'USFA en ayant pour objectif le titre, comme à chaque saison, ne fait naturellement pas une bonne affaire. Et on a été surpris par l'engagement de ces jeunes-là. Chose qu'on a prévenu les joueurs en cours de semaine parce qu'on a passé toute la semaine à parler de ça. En leur disant que ce n'était pas un acquis d'avance, parce qu'aucun match n'est gagné d'avance. Ce n'est pas parce que c'est une équipe qui vient de la 2e division, du moment qu'elle est en première division, c'est une équipe de première division. Il faut prendre ces matchs comme un derby, bien concentré pour le jouer. Malheureusement, notre père a été une réalité. Voilà, on n'a pas pu avoir les 3 points qu'on souhaitait gagner ce soir. L'USFA manque donc une chance de prendre la tête au classement, Salitas ayant fait match nul également face à la SFB.
certainement une très mauvaise opération pour donc l'Union sportive des forces armées. Une équipe qui, cette saison, comme les précédentes, joue pour le titre à ce rythme. Il faudra certainement laisser une autre équipe soulever le Graal en fin de saison, n'est-ce pas, Salamé? Oui, c'est clair, parce que là, je crois que Balbonnet, pour la deuxième fois consécutive, est sur le banc de l'USFA et tentera sans doute cette année de grappiller les points pour aller chercher le titre, parce que lui-même il disait qu'il n'avait plus rien à prouver dans cette équipe de l'USFA si ce n'est que remporter le trophée. Mais à cette allure, franchement, moi, l'USFA a bien démarré le championnat avec un Aziz Kadeba flamboyant. Oui, depuis là, il n'a plus marqué. Hein. Depuis là, il est devenu muet. Et il va falloir peut-être trouver le système qui va véritablement permettre à l'USFA de sortir de ce mutisme-là pour aller jouer. Parce que quand vous voulez remporter les titres et face à des équipes, je dirais pas... Qui jouent le maintien. Qui jouent le maintien. Et vous n'avez pas à construire, parce que j'ai suivi le match en toutes les deux parties, et je n'ai pas vu véritablement une action de l'USFA qui pouvait vraiment me convaincre que l'USFA pouvait gagner ce match. C'était un match vraiment difficile pour l'USFA. C'était, on va dire, un match nul dans le bon sens, sûrement. Oui, dans le bon sens, parce que l'ASK, pour moi, a dominé même le match et a failli même marquer, si ce n'était... pas le poteau, je crois. Oui. Je crois qu'ils ont touché une fois le poteau. Une fois le poteau. L'USFA, il faut préciser qu'il court derrière un titre de champion depuis la saison 1999-2000. Ça commence à faire vieux, d'autant plus que certains joueurs de l'USFA à cette époque n'étaient même pas encore nés. On reste toujours dans cette Ligue 1 Lonabé pour parler donc de la deuxième opposition du samedi dernier. C'était Salitas qui recevait donc l'association sportive des fonctionnaires de Bobo. L'ASFB, mal en point au classement, en tout cas venait à Ouaga dans l'objectif de repartir avec les 3 points. À défaut, le nul, eh bien c'est le nul qui souffre de l'orgo, dit Lato et ses coachs ramèneront dans la cité de Sia. Ça avance au ralenti pour Salitas. Après 2 sorties difficiles, l'équipe Siché au Collier-Liac n'a pu se défaire d'une vaillante formation de l'ASFB lors de la 8e journée de la Ligue 1 Lonabé. Il faut le dire, les jaunes et noirs et beaux de l'assaut étaient clairement venus pour se faire la malle sur le dos de Salitas. Portée d'entrée sur l'offensive, les 2 formations se livrent coup pour coup avec des opportunités qui se succèdent. De ce festival offensif proposé, les académiciens de Ouaga 2000 sont les premiers à tirer les marrons du feu. Sur une frappe apparemment anodine, Daniel Ouedraogo ouvre la marque avec la complicité du portier adverse. 1-0 pour Salitas, score qui tient de verdict jusqu'au terme de la première période. En seconde partie, on prend les mêmes et on recommence. Les actions vont d'une surface à l'autre, avec toujours une équipe de fonctionnaires qui veut elle aussi sa part du gâteau. À force de pousser, les hommes de l'ATO obtiennent un penalty indiscutable. Chargé de l'exécution de la sentence, Abdul Aziz Boro ne tremble pas. Un but partout entre les 2 formations, score qui du reste sanctionne la partie, et cela au grand désarroi de Idrissa Congo, l'entraîneur des Colombes. C'est un match nul qui ne fait pas notre affaire parce qu'on avait envie, après 2 défaites d'affilée, on avait besoin en tout cas d'arracher ces 3 points-là ce soir. Mais hélas, nous avons été... vraiment, on a manqué de réalisme ce soir. C'est ce que je peux dire. On a manqué de réalisme. Sinon, il y avait de la place pour prendre les 3 points. En panne depuis quelques jours, les Salitas inquiètent, mais son maître à penser refuse de parler des manques de rigueur. Qu'est-ce que vous parlez la rigueur, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Un manque d'application chez les joueurs. Oui, mais vous savez que toujours est-il que lorsqu'on rate des buts, c'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller revoir dans toutes les choses. Si vous parlez de rigueur, moi je pense que ce n'est pas seulement que rigueur. La rigueur, c'est pour se positionner devant le but, il faut avoir de la concentration, il faut pouvoir faire circuler le ballon. Tout a été fait, c'est devant le but que le problème se pose. Du côté des Buffles de Bobo, c'est un point bon à prendre. Ce soir, on est venu, on avait l'objectif surtout de ne pas perdre à Ouaga ici. Donc, je pense que les enfants, après la deuxième mi-temps du match passé, on était sur cette série. Donc, si vous avez vu, on a essayé de donner tout, avoir une victoire à Ouaga. Et donc, comme on rentre avec un point contre Salitas, c'est un point bon à prendre.
Malgré ce nul aux allures de victoire, les fonctionnaires ne décollent pas du classement. Ils occupent la dernière place avec 6 points. Avec ces 13 points, Salitas cède certes la première place, mais reste deuxième à 2 longueurs de l'AS Sonabel. Voilà, fonctionnaire donc qui se réjouit de ce point ramené à Bobo, tandis que du côté de Salitas, c'est surtout de la soupe à la grimace qui est servie donc ce week-end. Djanda, c'est une équipe qui déjà dès la première journée s'était inclinée face à Royal et puis après qui avait donné l'impression de maîtriser progressivement ces sujets. On a comme l'impression de notre côté en tout cas que Salitas piétine sérieusement. Salitas fait du Salitas. C'est-à-dire pour reprendre les termes de notre cher ami Ibé. Oui. Voilà, donc ça dit. Et du Salitas, c'est quoi? Faire du Salitas, c'est maîtriser un match, c'est jouer de façon nonchalante, jouer souvent avec un excès de confiance. Ce terme manque de rigueur que vous avez relayé face au coach et par moment penser que le match est plié et par moment se faire surprendre à la fin. C'est ça du Salitas. Parce que depuis un certain moment, pour Royal, ça c'est la bête noire du Salitas, ça je ne rentre pas là-dessus. Mais après, on voit qu'ils se sont retrouvés des victoires d'affilée. Et ensuite, depuis la ensuite, ils ont pris la tête du championnat pendant quelques journées. Ensuite, c'est une défaite, 2 défaites, et voilà donc match nul aux allures de défaite. Parce que la SFB célèbre ce match nul-là comme une victoire. Eux qui sont donc logés au bas du tableau, qui se cherchent avec des torches, j'allais dire, qui viennent donc accrocher, c'est-à-dire le dernier et le premier du championnat qui se rencontrent et qui font un match nul. Je pense que c'est tout bénéf pour l'équipe de la SFB, même si cette équipe-là n'arrive pas à sortir donc de cette lanterne rouge, mais c'est quand même un lieu d'espoir quand même pour la suite. Pour Salitas, je pense qu'il faudra regarder encore, mettre encore plus d'impact, de rigueur, beaucoup plus parler. C'est surtout le discours qu'il faut peut-être donner à ces jeunes-là. Nous, beaucoup pensaient peut-être qu'on allait peut-être vite faire venir depuis la fin de la saison un coach qui a beaucoup de la pointe, c'est-à-dire qui s'impose, parce que c'est ça aussi qui manque à Salitas. Congo ne s'impose pas à Salitas. Oui, parce que quand on voit un peu sa façon de gérer, on ne rentre pas forcément dans ses casseroles ou dans ses cuisines internes, mais à ce moment, il manque une certaine je ne reprendrai pas les mots rigueur, mais il manque une certaine force de proposition. Il faut d'abord s'affirmer. Il faut s'affirmer. Un coach qui s'affirme, qui est capable de dire, bon, tel joueur, telle sanction, tel joueur n'a pas suivi les consignes que j'aurais souhaité, ben, le match prochain, monsieur, allez-y vous asseoir. Sa manière de le faire, ne pas le dire en public, et peut-être après... Non, mais on sent que depuis l'année surpassée, depuis l'année passée avec le coach, l'a dit, son adjoint à l'époque, Ambas et tout, ça tâtonnait jusqu'à maintenant, ça continue comme ça. Mais c'est ça, on dit, il faut sortir de là, quand on veut être une grande équipe, quand on veut jouer le premier rôle, il faut savoir aligner des victoires, et surtout, savoir ne pas perdre face à ces équipes-là dites de bas tableau. Une équipe qui se cherche comme la SFB, le Salitas, normalement, devait quand même s'en sortir avec les 3 points. Alors, Salamberry, toi qui as suivi ce match, on a vu Idrissa Kongou quelque peu agacé à l'issue de la partie. Est-ce qu'il y avait de quoi également être aussi agacé, être aussi, on va dire, sur la défensive? Oui, ben, je crois que c'est la frustration, en fait, de croire qu'on allait peut-être facilement prendre les 3 points et qu'au finish, ce n'est qu'un petit point. Parce que quand même, un point n'est pas petit. Ouais, ben. Parce que non, par rapport à Salitas. De l'autre côté, ce même point, il est parce que c'est quand même le leader qui joue contre le dernier. Le choc des extrêmes. Oui, ben, de toute façon, on est fonctionnaire de Bobo et puis on a lanterne rouge, ça devient autre chose. Donc c'est cette frustration qui a fait, à mon avis. Mais moi, je dirais que peut-être Congo aurait peut-être dit, bon, voilà, Salitas cette année a perdu un certain nombre de joueurs et surtout des cadres, et que lui, étant venu nouvellement, veut peut-être reconstruire. Mais comme vous le savez, Salitas, c'est... Voilà, c'est cet argument. C'est une équipe fait vivre aussi Salitas. Oui, mais c'est une équipe également qui est une équipe académique qui veut vraiment le titre depuis qu'elle est en première division, veut le titre en 20. Donc, peut-être s'il n'a pas tenu ce discours, c'est peut-être parce que Salitas veut réellement le titre qu'il n'a pas tenu ce discours. Sinon, moi, je crois que en tout cas, l'ASFP, à mon avis, a mieux joué pour ce match que Salitas. Mais au finish, les deux équipes se partagent la poire. Hein, oui, les deux équipes se sont partagées la poire, même si du côté de Salitas, ce n'est pas satisfaisant. C'est quand même comme ça. Ils perdent leur fauteuil de leader. Il faut aller retravailler parce que
Vous savez, le dépositaire de cette équipe, Nino Bazier, va partir en attendant. Voilà. Mais en attendant que Bazier parte, il faut gagner les matchs. Voilà, il faut gagner le match. Donc, ce qui va se passer après, forcément. Je crois que William, il y avait de la place pour gagner ce match. Est-ce que ça la mérite? Ça la mérite de dire que les fonctionnaires ont dominé. Ils ont dominé, bien sûr, mais Célidès avait la place pour gagner ce match. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et fonctionnaire en a profité. Il a même voulu faire peut-être le sale coup du week-end à Sanitas. Voilà, alors, monsieur, si vous le permettez, on va rapidement voir le récap des résultats de cette 8e journée ici. La réalisation, mais voilà, donc Kiko 1, AS Douane 1. En tout cas, ça ne va toujours pas du côté donc des Gabelou Majestic qui l'emporte un 3-2 face à l'AS Police. L'Étoile Filiale de Ouagadougou qui encaisse son premier pion de la saison. Après donc le nul 1 but partout face à Vitesse et puis un 0-0 entre le RCK et la SEC 2 et Koudougou. On l'a vu, c'est juste une erreur. Salitas 1, c'est ASFB 1 et non ASFB 0. Et USFA 0, ASK 0. L'AS Sonabel l'emporte 1-0 face donc au RCB et le Royal qui s'incline sur ses propres installations à Bobo face donc à l'AS Yenenga 1-2. On va à présent voir le classement à l'issue donc de cette 8e journée. L'AS Sonabel qui passe donc en tête avec désormais 15 points, suivi de Salitas deuxième avec 13 points, l'USFA également deuxième avec 13 points, le RCK qui compte également 13 points est 4e. L'Étoile Filiale de Ouagadougou avec ses 12 points occupe donc la 5e place, même nombre de points que l'AS Yenenga qui compte elle par contre 2 matchs en moins. Les Assaziens sont 6e. Le Majestic 7e avec 12 points, suivi de l'AS Police 11 points, donc 8e. En 9e position, on retrouve l'ASEC de Koudougou et c'est 11 points également. 10e Kiko FC 9 points, 11e Vitesse 9 points, 12e Royal FC 8 points, 13e RCB 8 points, 14e AS Douane 7 points, 15e ASK 6 points et 16e l'antenne rouge ASFV 6 points. Monsieur, quand on regarde le classement, c'est serré, je dirais même très très serré. Beaucoup d'équipes se tiennent donc dans on va dire un mouchoir de poche, surtout quand on regarde les 2e, 3e et 4e ont le même nombre de points. Beaucoup d'ex-aequo, ça veut dire que ce début de saison est serré. C'est très serré, c'est très serré. Comme je le disais lors d'une émission ici, lorsque vous voulez jouer le titre, c'est l'occasion souvent où la plupart des équipes sont en train de chercher leur équipe type. C'est-à-dire que vous allez voir peut-être des équipes qui font 3-4 matchs avec des équipes différentes. Donc, c'est-à-dire que, comme l'entraîneur de l'ASK le disait, ça commence à prendre. Donc, c'est-à-dire que les équipes, les coachs cherchent toujours les marques pour pouvoir vraiment avoir une équipe type. Donc, c'est l'occasion pour cette équipe qui se dit bien préparée, qui veut vraiment jouer le premier rôle, de faire le maximum de points. Parce qu'à un certain moment, ça serait très difficile en haut, ça serait très difficile en bas. Et les 1 point même seront vraiment très précieux lorsque vous entamez un match. Je pense que du haut du tableau, c'est 15e, 13e, 12e jusqu'à 10 points, à peine 5 points de différence. Vous gagnez 2 matchs d'affilée. Vous pouvez quitter peut-être la 8e ou la 9e place pour vous retourner donc dans le trio de tête. De derrière également, les 2 derniers ont 6 points chacun. Le premier non régable a 7 points, 1 point de différence. Donc à partir de ce moment, une victoire et même peut-être 2 victoires vous ramènent carrément au milieu du tableau, vous rapproche un peu du haut du tableau. Ça montre encore une fois de plus comment est-ce que le championnat burkinabé est vraiment très relevé et ça risque d'être encore une arrivée groupée à la fin de saison. Alors entre le 9e et le 16e, il n'y a que 5 points. Ça veut dire que pour les fonctionnaires, c'est juste une affaire de 2 victoires. Et c'est parti, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour cette équipe. Oui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que bon, on dira que nous sommes qu'à la 8e journée sur 30. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Mais lorsque moi je regarde ce classement, il y a quand même certaines équipes qui me surprennent par leur classement, au vu de ce qu'ils ont affiché comme ambition en début de saison. Un AS Douane. Un AS Douane. Voilà, parce que pour moi, on ne peut pas quand même être coach d'une équipe pendant au moins 3 ans, 3 saisons. Et jusque-là, on cherche à s'équilibrer. Mais la saison dernière, les douaniers ont pourtant bien fini, ils ont fini second. Oui, je veux dire, voilà, c'est ça même qui m'inquiète. Vous finissez vice-champion. Les meilleurs éléments, vous renforcez. Voilà, vous avez les meilleurs éléments presque de ce face-au-foot. Et vous revenez pour reprendre la saison et vous n'arrivez vraiment pas à gagner les matchs. Et même vos adversaires directs, ceux-là qui vous ont empêché l'année dernière d'être sacré champion, vous perdez des matchs contre ces équipes. Ça devient compliqué lorsqu'on veut vraiment aller chercher le titre. Donc, il faudra donc oublier pour l'instant les douaniers cette affaire de titre en attendant de pour moi, l'équipe qui est pour moi la plus stable, c'est l'AS Sonabel parce que champion en titre. Champion en titre.
et elle n'a pratiquement pas perdu un joueur. Mieux elle s'est renforcée. Voilà, mieux elle s'est renforcée. Les cadres sont là. Et c'est clopin que l'équipe est en train d'évoluer. Alors, est-ce que l'Étoile filante de Ouagadougou pourrait être la bonne surprise de cette première partie de saison? Ah oui, je crois que c'est déjà la surprise. Parce que déjà, ils viennent à la 8e journée, ils encaissent leur tout premier but. C'est vrai que ce n'est pas que des victoires, il y a plein de matchs nuls, score vierge, un but partout dans ce déplacement du côté de Bobo Dioulasso. Mais ils sont 4e avec 12 points également, donc 12 points à une victoire de la première place. Donc ça montre jusqu'où Clopin, sans afficher des intentions claires, ils sont en train donc de sortir de l'eau. Moi, je crois que c'est l'occasion pour pourrait être le Leicester de cette saison. Oui, de s'éloigner beaucoup plus de la zone rouge. Parce mais que à condition. il y aura un moment où ça va chauffer. Parce que je dis bien ça va chauffer parce que on a parlé de ça ici l'émission passée. C'est pas des joueurs forcément d'un certain niveau. Voilà, c'est des jeunes des quartiers qui veulent jouer. Des jeunes souvent pas forcément dans les meilleures conditions. Donc, au fil des journées, quand la Coupe du Faso va s'ajouter, quand peut-être d'autres compétitions vont peut-être s'ajouter, il y aura beaucoup plus le coup de la fatigue. Et dès que la récupération n'est pas faite dans les bonnes conditions, l'équipe va prendre un coup. Et je pense peut-être que les dirigeants vont peut-être pencher rapidement à ça pour peut-être donner l'énergie qu'il faut. Si toi, les dirigeants suivent l'émission, ton conseil cette condition renforcer peut-être les énergies pour aider ces joueurs-là parce qu'ils ont la volonté, quand on les voit jouer, ils veulent se donner à fond, mais il faudra accompagner ces joueurs-là pour qu'ils soient dans les bonnes conditions pour jouer. Sinon, ça risque de chauffer. Après 8 journées, quel joueur t'a impressionné depuis le début de cette saison? Après 8 journées. Bon, je dirais le gardien de l'Étoile filante de Ouagadougou, même s'il vient d'encaisser. Philippe Maré. Ouais, parce que Salaméré? Ouais, c'est Nino Bazier, moi, qui m'a impressionné. Justement, Nino Bazier, sacré joueur AGSP du mois d'octobre. On peut donc voir le trio, donc si la réalisation le permet. Voilà, donc Philippe Maré de l'Étoile filante de Ouagadougou, qui a donc reçu le prix Abdoulaye Soulamane du mois d'octobre. On va revenir donc vendredi prochain, si vous voulez, sur le portrait de ce garçon, Nino Bazier de Sagittas donc, et Draman Kambou du RCK. Voilà les 3 meilleurs joueurs du mois. Et le meilleur, c'est bien Nino Bazier de Sagittas. Nino Bazier en partance pour donc, le LOSC en France. Ce sera à partir de janvier. Voilà, donc pour la deuxième partie de saison, on espère qu'il passera le reste de sa carrière en Europe, pas forcément au LOSC, mais bon, en Europe, pourquoi pas l'Angleterre, pourquoi pas l'Italie ou l'Espagne. En tout cas, on ne souhaite pas revoir Nino Bazier dans le Faso Foot. En tout cas, si on le revoit ici, c'est qu'il est en fin de carrière ou bien vient en sélection nationale. On espère pour lui. Alors, monsieur, j'ai envie de vous poser une autre question ici. Voilà, Nino Bazier, donc joueur AGSP du mois d'octobre. En dehors, donc, on va dire des joueurs, parmi les entraîneurs, il y en a forcément qui vous impressionnent d'une façon ou d'une autre. Bon, je dirais peut-être le style du beau jeu de notre cher ami Moussa Ouedraogo Di Mourinho avec son fameux beau jeu, et peut-être le spectateur des terrains, des gradins, notre ami Sampo, oui. qui aime aussi. Ouais, c'est de Sampo que je voulais parler, il m'a dévancé. Alors, justement, j'ai une autre question. Pep Guardiola, on le sait très bien, il aime le beau jeu. C'est également, excusez-moi du terme, un grand sapeur devant l'Éternel. Au Burkina, forcément, les entraîneurs, vous faites attention aussi à leur style vestimentaire. Oui, mais on se rend compte que beaucoup sont beaucoup plus dans les survêtements, d'autres sont dans des chemises. Il y a d'autres même qui sont dans des chasubles. Des chasubles, des culottes parfois. Mais il y en a aussi qui tapent des costumes. Alors, comment s'habillent les entraîneurs burkinabés? Nous avons donc posé la question à quelques coachs. Voici les réponses. Certainement la plus grande industrie du divertissement au XXIe siècle, le football se joue aujourd'hui sur plusieurs tableaux. Les intérêts sont répartis sur des domaines divers qui vont des résultats au sponsoring en passant par le recrutement des joueurs et aussi au partenariat avec les équipementiers. Au milieu du conflit que se livrent les multinationales équipementières se trouve celui du style des entraîneurs. L'Europe s'enthousiasme face au survêtement de Marcelo Bielsa, au costume aux 3 pièces de Pep Guardiola. Au Burkina Faso, on s'extasie autour du costume de Moussa Ouedraogo et de Amadou Sampo, du jogging de Mamadi Bagué ou de Jean Jaurès Baya. D'un coach à l'autre, on constate que les styles sont variés. Cependant, comment un entraîneur de football doit-il s'habiller pour prendre place sur le banc de touche les jours de match? Normalement, un coach, il doit s'habiller comme quelqu'un, comme quelqu'un qui va déjà dans son bureau. Voilà, le terrain aussi, c'est le bureau du coach. Il doit être bien habillé. Voilà, s'il peut même, il peut être resté en cravate, en costume normal, je vais dire.
Voilà, donc c'est lui aussi son bureau. Donc il doit bien s'habiller pour coacher son match. Bon, moi, d'abord, il faut dire que le football, c'est un jeu de spectacle. Et le football, il faut se dire encore, c'est de là. Donc moi, je pense que tous ceux qui viennent au terrain, ils ne viennent pas pour que les joueurs seulement. Quand vous regardez, chaque équipe fait de telle sorte pour habiller leurs joueurs et changer les couleurs de maillot. Voilà, leur donner le plaisir. C'est y compris aussi le staff. Et plus un entraîneur encore, ça doit être un styliste. Donc moi, je pense qu'à ce niveau, et voilà, un entraîneur doit bien s'habiller. Donc moi, je pense que tout ça là, ça fait partie aussi de la vie de l'entraîneur et la vie d'ensemble aussi du sport. Le banc comme au bureau. Le constat au Burkina Faso prouve que les entraîneurs, pour diverses raisons, font avec les moyens de bord tout en avouant que le style vestimentaire doit être soigné. Vous savez, tout le monde aime s'habiller. Il y a deux situations, il y a des entraîneurs qui portent les culottes, même en Europe où il y a plus de moyens, mais un costume, vous connaissez le prix d'un costume, vous connaissez nos salaires. Donc déjà ça, quand même il faut faire attention à tout ça. Maintenant de deux, les sous-vêtements c'est pas interdit, même en Coupe du Monde on voit des entraîneurs qui portent des culottes, des sous-vêtements, donc tout ça c'est acceptable parce que nous sommes dans le sport, je pense que, mais de manière propre c'est mieux. Apprécié pour la qualité de son travail, le jeu proposé par ses équipes et surtout son tempérament au bord du terrain, Amadou Sampo avoue avoir un faible pour la tenue vestimentaire. Moi, vous me connaissez déjà, donc même en dehors des stades, je suis toujours bien enfouré. Voilà, donc moi je pense que j'ai profité aussi du public voilà, pour faire sortir mes sacs, pour ne pas dire que presque un quart de ce que je gagne rentre dans l'accoutrement. Voilà, donc moi je me fais plaisir en ça. Hein, voilà, donc on vit qu'une seule fois, on ne vit pas deux fois. Donc je pense aussi que quand les gens parlent de l'accoutrement et qu'ils viennent aussi parler, je suis très content parce que j'ai des stylistes réellement qui font bagarre aussi pour m'habiller. En l'absence d'un dressing code bien établi pour les entraîneurs, nous avons cherché à savoir si les entraîneurs burkinabés dans leur ensemble mettaient un point d'honneur sur l'aspect vestimentaire, non sans marquer un point sur les meilleurs à ce niveau. Pour moi, oui, normalement à 70% des entraîneurs au Burkina s'habillent très bien. Voilà, il y a d'autres qui se mettent en jean, souvent avec des t-shirts légers, avec des baskets. Ça aussi c'est pas mal. Voilà. Mais il y a d'autres, quand ils sortent, par exemple, si je prends le cas de Sampo, lui, Sampo, Morino, lui quand ils sortent, ils se voient déjà dans leur bureau et ils s'habillent très bien. Certainement plus remarquable que leurs homologues, Amadou Sampo et Mousso Ouedraogo pourraient facilement remporter un prix sur le style vestimentaire. On s'imagine évidemment que le duel entre leurs équipes ne se fera pas que sur l'heure du jeu. Il se fera également dans la zone technique où chacun voudra marquer des points afin de remporter la bataille psychologique. Voilà, on revient donc sur ce plateau. 70% des entraîneurs burkinabés mettent un point d'honneur sur la tenue et le style vestimentaire. Adama Sanambéry, d'accord avec? Bon, moi je trouve que les entraîneurs burkinabés, pour moi, l'habillement doit vraiment aller avec voilà, ce qu'on fait. Soumaïla Tassambedo l'a relevé. Quand vous êtes un entraîneur et vous vous habillez pour aller le jeu du match. Est-ce que les entraîneurs le font bien, s'habiller? Pour le moment, en tout cas pour ce que j'ai déjà vu, ils ne le font pas assez bien, à mon avis. Parce alors ils ne le font pas assez bien, alors dans ceux qui le font bien, on suppose qu'il y a un petit noyau qui le fait assez bien. Qui vous mettez en tête? Bon, je mettrai Mousso Ouedraogo en tête, suivi de Sampo. Oui, on ne demandera pas qui le fait moins, on ne demandera pas qui le fait moins, on demandera qui le fait bien. Voilà, bon, ces deux entraîneurs au moins sortent un peu du lot des autres entraîneurs et lorsqu'ils viennent à leur match, ils sont vraiment dans leur élément et ça donne beaucoup plus de considération de la part même des joueurs, de l'adversaire. C'est une motivation supplémentaire, je vais dire, pour vraiment aborder son match avec beaucoup plus de sérénité. Mais si vous vous habillez de façon désordonnée, excusez-moi du mot, le respect même entre vous et puis les joueurs, on ne sent vraiment pas ce respect-là. Et même face à ton adversaire, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, donc, justement, c'est vrai que tu n'es pas d'accord avec les 70% que Tassambedo a. C'est trop. Toi, tu trouves que c'est trop. Je reste persuadé que ce n'est pas l'ami de mon ami Dianda, quand même.
Non, je crois également que c'est pas 70%. Il est estimé comme ça, hein, mais si on va aller peut-être de façon quantitative, non, on n'a pas, on n'a pas les 70% qui s'habillent. Parce que vous voyez, il y a beaucoup d'entraîneurs, il y a beaucoup de clubs aujourd'hui. L'entraîneur est en même temps le préparateur physique. C'est lui, il est en même temps peut-être, je dirais souvent, si vous les voyez tirer même des bacs à eau déposés, il va aller peut-être échauffer l'équipe. Donc, ça lui donne souvent le temps de venir en basket, et en survêtement, en culotte souvent. Il est tout le temps en train de vouloir faire ce style et tout. Sinon, dans les normes, l'entraîneur quand même doit venir de façon responsable d'un certain style, pas forcément les costumes et autres, mais on en a vu par exemple lorsque l'AS Sonabel devait aller donc du côté du Cameroun donc pour son match, cet accoutrement donc en bleu avec le cordonnet et autres, ça donne une certaine impression. On a vu ce que ça fait. C'est-à-dire ça touche. Quand on rentre dans un match de football, il y a tout un détail. L'avant-match, le match et l'après-match. Donc le coach anime l'avant et pendant le match et même après c'est le coach encore. Donc c'est dit qu'il est en amont et en aval. Et après de tout cela. Est-ce qu'au Burkina les coachs mettent un accent particulier sur le style vestimentaire? Je crois que non. Je crois que merci. Non. Je suis du même avis. Merci. Alors, en tout cas, je suis content que vous soyez du même avis pour une fois, parce que d'habitude, vous n'êtes pas du même avis. Alors, messieurs, on est quasiment au thème de cette émission. On va parler handball avec donc la nuit donc, du handball, cette cérémonie de récompense des meilleurs acteurs du handball. Et pour cette saison, c'est Amadoune Kientega qui a été fait roi. Amadoune Kientega, donc, accompagné de Jacqueline Palme, la reine donc, de la saison. En tout cas, ces deux ont été récompensés hier dimanche au cours d'une cérémonie de gala organisée donc on va dire par l'association pour la promotion du handball au Burkina Faso. Voilà, Kientega qui reçoit son écharpe des mains de la présidente Stella Tapsouba. On écoute donc les deux lauréats, donc le roi et la reine. Franchement, je suis surprise, en même temps très contente parce que bon, je rêvais d'être reine du handball, mais je ne m'attendais pas à ça cette année. C'est vrai que j'ai joué, mais il y a eu de la compétition. Il y a mes rivales aussi qui sont là, elles ont joué. Donc franchement, avoir tous ces trophées de meilleure buteuse, meilleure défenseur, meilleure latérale, franchement, c'est trop. Je ne peux que remercier mes coéquipières parce que c'est grâce à elles. Si elles ne sont pas là, moi, je ne suis rien. Voilà. Et puis, je dédie tous ces trophées à toutes ces filles-là, au coach et surtout à tout le staff de Asfa Nyenega. Ok, je dirais que ce soir, c'est une immense joie qui parcourt ma personne. Et être roi du hand, parmi tant d'athlètes, tant de super bons athlètes, c'est que c'est quelque chose pas aisé, pas donné à tous. Donc, on peut vraiment avoir des sentiments de satisfaction. Et remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à nous donner ce titre de roi, en fait. Parce que ce n'est pas un travail personnel, en fait, c'est tout un bloc. Tout un bloc. Voilà, Amadoune Kientega et Jacqueline Palme, donc roi et reine de la saison en ce qui concerne cette troisième nuit du handball. Il faut dire que c'est une cérémonie qui est organisée par l'association pour la promotion du handball. On reviendra vendredi un peu plus en détail pour vous sur cette cérémonie. Alors, on va dire, les fédérations, généralement, se doivent de l'organiser, elles ne le font pas. Du côté du handball, c'est une association qui a décidé donc de s'investir. Du côté du handball, même, je dirais qu'ils ont peut-être la chance. Oui. Ils ont peut-être la chance que la plupart des pratiquants, même reconvertis, arrivent donc, ils gardent toujours l'amour de ce sport-là en eux et ils ne manquent pas d'initiative. Quand vous prenez par exemple le handball, vous allez voir peut-être, hormis le championnat, qui se joue vraiment dans une bonne posture tout au long, pendant des semaines, qui donne un peu de la compétition. Il y a les ligues même qui font des compétitions, il y a beaucoup d'associations. Et lorsqu'ils font, on voit beaucoup d'anciens pratiquants, d'anciennes pratiquantes qui viennent, qui soutiennent. Et ça donne une certaine symbiose au sein de ce sport-là. Contrairement peut-être à d'autres peut-être qui ont beaucoup plus de pratiquants, mais il n'y a pas cette cohésion-là. Donc ça, c'est déjà à féliciter. Ensuite, cette idée donc de couronner le roi, la reine et autres, ça donne encore plus d'envie à ces pratiquants-là de se donner encore plus parce que vous tenez la couronne pour une année. C'est pratiquement, c'est vrai, le championnat, être champion de l'année, tout ça. Étant un sport collectif, vous ne pouvez pas dire que vous êtes le champion de l'année parce que quoi qu'on dit, c'est une question d'équipe. Mais arriver donc à déceler et par compartiment par compartiment et à reconnaître certains acteurs pour leur implication donc dans leur équipe, je crois que c'est à saluer. Et c'est comme j'aime le dire ici, quand on fait des merveilles, souvent dans certaines disciplines, c'est pour que ça fasse tache d'huile
également chez les autres. Parce qu'il ne faut pas dire, félicitations, ce qu'ils font c'est bien, les autres ils applaudissent, mais vous également, vous êtes des responsables de fédération, vous êtes responsables d'équipe, vous pouvez faire mieux. Peut-être avec peu de moyens, vous pouvez faire mieux. Donc c'est de copier le bon exemple, comme on aime le dire. Le bon exemple du côté du handball. Voilà. Du handball et puis le pérenniser. Voilà, Salaméré, c'est vrai, on va pas indexer des fédérations, mais il y en a aussi qui peuvent bien le faire. Hein. Oui, il y en a qui peuvent bien le faire, mais moi, ce n'est pas seulement organiser ce genre d'activité qui m'importe. Moi, c'est pouvoir s'évaluer à l'international qui m'importe. Parce qu'il a donné l'exemple de la fédération de handball qui tient régulièrement son championnat dans toutes les catégories d'ailleurs, mais on ne voit pas une équipe mise en place ou bien une équipe qui a remporté le championnat qui va aller s'évaluer. C'est un autre niveau. Niveau. Quand tu vas à l'international et que ils y vont et quand les amis égyptiens et surtout angolais s'invitent, ça devient autre chose. Ils y vont souvent. On appelle un peu de cette CAN junior avec les filles et tout. Ils y vont souvent. Mais je crois que c'est un autre volet. Peut-être c'est un autre niveau aussi. Votre question, vous dites on ne va pas indexer des fédérations, mais il y a son ancienne fédération, la fédération de basket, qui peut faire pareil. Salambéry il n'a pas donné ses conseils là au président Baki à l'époque. On va donc interpeller le président Yamiogo Suleiman Yamsoul. Voilà, il faudrait peut-être pour la saison prochaine initier donc une cérémonie de récompense. Monsieur, en tout cas, on va surtout féliciter le roi et la reine de la saison de handball. Et c'est justement ces félicitations que prend fin cette émission. Merci Salaméré, merci Dianda. Merci, on vous retrouve vendredi prochain sur ce même plateau en espérant qu'entre-temps, les étalons se seraient payés le scalp des Fennecs d'Algérie. Mais avant ce vendredi, restez fidèles au programme de Truth TV, la télé interactive.